Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Inquiétude à tous les étages dans les collectivités. Baisse des dotations, nouvelle répartition des compétences ou diminution des trains intercités. Autant de sujets que l'on évoquera dans ce journal. Des collectivités qui s'engagent pour le climat dans la perspective de la grande conférence prévue à Paris en décembre, la COP21. Et le Sénat aussi compte bien prendre toute sa part pour arriver à un accord historique sur ce sujet. Ce sera l'objet de notre débat ce soir. Et l'on parlera de la réforme du collège qui n'en finit pas de mobiliser l'opposition et les enseignants face à Najat Vallaud-Belkacem, toujours aussi déterminé à faire appliquer dès la rentrée prochaine son projet. Mais avant de développer ces titres, direction le PS et l'UMP où les militants sont appelés à voter au Parti socialiste après la victoire de la motion A portée par le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis. Les militants doivent valider sa candidature à sa propre succession. Ils peuvent voter jusqu'à 22 h pour lui ou pour son adversaire, le frondeur Christian Paul. Un choix qui sera validé lors du congrès de Poitiers la semaine prochaine. Et à l'UMP, les militants votent également aujourd'hui et demain sur la transformation du parti. Michael Zamès, vous êtes au siège de l'UMP, rue de Vaugirard à Paris, où l'attente est grande en vue du congrès de ce week-end. Oui, l'attente est grande et puis évidemment les réunions ont lieu très tard ce soir. Vous voyez, la voiture de Nicolas Sarkozy est là, elle est prête à démarrer, mais on sait que le patron de l'UMP est ici en réunion avec évidemment son entourage. Alors c'est 3 jours qui vont lancer finalement la concrétisation du vœu de Nicolas Sarkozy depuis qu'il a pris la présidence de l'UMP, à savoir un changement radical dans le parti. Et ce sont plus de 213 000 adhérents qui vont voter pour 3 thèmes, en l'occurrence celui des nouveaux statuts du parti, une certaine modernisation du parti. Ils vont voter également pour la composition du bureau politique, même si c'est déjà fait. Ils sont 120, c'est presque une armée mexicaine. Et puis, il y a ce changement de nom de l'UMP que vous voyez ici. Ça va devenir les Républicains. En tout cas, le vote devrait concrétiser ce vœu de Nicolas Sarkozy. On est allé à la rencontre avec Olivier Molinari de quelques adhérents qui sont venus voter parce qu'on a ici installé un bureau de vote électronique au siège de l'UMP. Je vous propose de les écouter. J'ai rien contre, mais l'UMP m'allait bien, mais puisque c'est le choix de Nicolas Sarkozy, et que il le veut, c'est très bien. C'est pourquoi j'ai voté pour. Je pense que tout ce qui est prévu dans le principe du parti Les Républicains est vraiment parfait. On peut pas, c'est bien pensé, c'est bien réfléchi, c'est bien organisé. Et puis, évidemment, le nom me convient et la présence de M. Sarkozy me convient également. Je vais voter et pour adresser un message, pour dire oui à ces noms, les Républicains, pour dire oui à ces bureaux politiques, pour dire oui à ces nouveaux statuts, donc pour dire oui aussi au règlement intérieur. Voilà, favorablement, en tout cas, les militants que nous avons rencontrés sont plutôt favorables à ce changement de nom, même si 57% des adhérents qui ont été sondés dernièrement par l'Institut Odoxa disaient qu'ils étaient favorables pour garder l'UMP. Reste que ce score sera examiné à la loupe. Si le score est faible, évidemment, ça ne validera pas la stratégie de Nicolas Sarkozy. Si le score est assez haut, on dira que l'appareil, que le cœur du parti valide la stratégie du président de l'UMP. Alors ce score, on le connaîtra samedi lors de ce congrès, lors de cette grande messe qui est annoncée porte de la Villette. À peu près 20 000 personnes sont attendues sur place. On nous annonce même que ce sera le congrès le moins cher de l'histoire. Évidemment, le parti est endetté de plusieurs millions d'euros. Et on nous a même dit qu'ici à l'UMP, il fallait que les adhérents mettent la main à la pâte et qu'il fallait même apporter son sandwich. On verra ça évidemment samedi lors de ce grand discours où de nombreuses personnalités vont venir s'exprimer. Ils veulent en tout cas la plupart être au plus près de Nicolas Sarkozy, car c'est lui qui clôturera cette grande messe aux alentours de 15 h par un grand discours sur la défense de la République. Tiens, la République, encore, ça ressemble étrangement à ce qu'on a entendu hier au Panthéon et du discours de François Hollande. Il y a d'ailleurs eu une petite polémique qui est née sur l'absence de Nicolas Sarkozy lors de cette cérémonie. Écoutez ce que disait Nicolas Sarkozy à une question qui lui a été posée ce matin.
Alors, un être vous manque et tout est dépeuplé. Vraiment, je leur manque. Mais que les socialistes ne s'inquiètent pas, je ne suis pas décidé à partir, et encore moins à être absent. Ils me retrouveront. Voilà, ça reste une anecdote, bien entendu. Mais en tout cas, ça vous donne le ton du congrès qui va débuter samedi, que vous pourrez suivre, bien entendu, sur Public Sénat. Merci, Mickaël. L'Association des maires de France tire la sonnette d'alarme sur la baisse des dotations aux collectivités. Une délégation menée par son président François Baroin était reçue il y a quelques heures par Manuel Valls à Matignon. On écoute un François Baroin visiblement déçu à l'issue de cette rencontre. On a demandé une baisse du volume. Nous n'avons pas les deux. Maintenant, il y a des propositions qui, sur le plan technique, doivent être examinées. Elles peuvent fonctionner pour soutenir l'investissement sur le plan local. On voit bien que le bâtiment et les travaux publics sont étranglés. Et le Premier ministre a entendu ce message sur l'investissement. Il a envie de bouger. Il essaye d'apporter des réponses. Elles ne sont pas aujourd'hui techniquement probablement pleinement satisfaisantes, mais elles doivent être expertisées. Donc il faut mettre vraiment le paquet sur le soutien à l'investissement public. Et c'est dans ce contexte que le Sénat poursuit l'examen de la loi NOTRe qui définit les nouvelles compétences des collectivités territoriales et notamment des intercommunalités, ces regroupements de communes qui vont voir leur pouvoir renforcé. Mais à quel seuil de population retenir pour se rassembler? L'Assemblée nationale veut 20 000 habitants alors que le Sénat prône un assouplissement pour les territoires ruraux. Cécile Sixou s'est rendue en Haute-Marne, un territoire directement concerné. On regarde. Ces murs d'escargot, Sylvie Baudot les a gravis des centaines de fois. Grâce à la communauté de communes d'Auberive-Vijanne, dont elle fait partie, cette mère d'un village de Haute-Marne de 270 âmes a pu, il y a 3 ans, rénover ses jardins du 19e siècle. Je ne sais pas si ça aurait été aussi simple pour ce projet de voir le jour aussi rapidement et aussi efficacement dans une intercommunalité plus grande. Parce que là, il y a vraiment eu une prise de conscience collective, un accompagnement, je dirais, efficace. Efficace, avec 54 communes représentées dans l'intercommunalité, soit près de 10 000 habitants, Sylvie a pu expliquer son projet à chacun des élus. Comme Sylvie, Pierre Diesgiel, le maire de la commune voisine, ne souhaiterait pas voir doubler le nombre d'élus aux réunions. Si on veut que chaque mini-bourg, pour ne pas dire village, soit représenté, ça veut dire des assemblées qui délibéreraient avec 80 personnes, ou alors les gens ne seraient pas représentés, c'est-à-dire qu'il y aurait une rupture entre l'habitant et sa représentation municipale. Autre problème sur ce territoire à faible densité, la distance, déjà compliquée à gérer. Ça fait à peu près 50 km de diamètre. Donc pour les élus, pour le personnel, ça fait beaucoup de voyages. Les réunions, les élus ont peine à aller aux réunions parce que ça fait des frais, ça fait du temps. Donc si on fait 100 km, c'est pas possible. Pour les élus de la communauté de communes d'Auberive-Vijanne, voir plus grand, ce serait remettre en cause la proximité, la cohérence, mais surtout la réalité de leur territoire. Autre sujet d'inquiétude pour les collectivités, la disparition possible de certains trains intercités. Le député socialiste Philippe Duron, auteur d'un rapport controversé, était auditionné ce matin au Sénat et il défend sa vision qui inquiète les sénateurs. On écoute. Parfois, eh bien, sur une ligne, le temps de parcours est moins bon que sur la route. Parfois, le confort n'est pas suffisant. Parfois, on n'est plus dans le domaine de pertinence du train. Et là, nous disons, eh bien, il faut apporter un autre service à la population, un service efficace quand il y a une autoroute, quand il y a des autocars modernes, avec le Wi-Fi, avec des toilettes à bord. Eh bien, il faut recommander l'autocar parce que le coût de production d'un autocar est infiniment moins fort que celui d'un train. Il ne faut pas que l'on soit dans une spirale où de plus en plus les territoires ruraux soient finalement de plus en plus oubliés et avec de moins en moins de services et de moins en moins de dessertes. Donc oui à la rationalité, mais il faut bien sûr que cette rationalité, elle prenne en compte la réalité des territoires et le fait que nous avons un gouvernement qui se dit attaché à l'égalité des territoires. On aimerait le mesurer plus concrètement. Des propos recueillis par Flora Sauvage. La réforme du collège continue de mobiliser ses opposants. Les syndicats d'enseignants appellent à une nouvelle grève le 11 juin prochain. Mais pas un jour ne passe sans qu'ils ne tentent de faire modifier le décret publié la semaine dernière.
comme ces enseignants de Seine-Saint-Denis suivis aujourd'hui par Sandra Cerquera. Ils veulent croire que le combat n'est pas perdu et montrer que leur détermination est intacte. Après avoir bloqué l'autoroute 86 ce matin, les professeurs de Seine-Saint-Denis ont manifesté toute la journée devant l'inspection de l'éducation nationale pour réclamer des postes et surtout dire non à la réforme des collèges. Pour eux, cette réforme ne va que rajouter des difficultés aux difficultés, surtout dans les établissements qui manquent déjà de moyens. Donc, si la ministre veut vraiment lutter contre les inégalités face à l'école, la première chose qu'elle doit faire, c'est assurer aux enfants de départements comme le 93 le simple respect de leur droit à l'éducation, c'est-à-dire la présence d'un instituteur devant chaque enfant. Et dans le secondaire, par exemple, le fait qu'en Seine-Saint-Denis, on ait le même choix dans les options, les langues qu'on peut choisir que dans les autres départements. Les professeurs s'inquiètent de l'autonomie accrue des établissements, voulue par la réforme. Qu'elle ne développe un collège à plusieurs vitesses, plus inégalitaire encore qu'il ne l'est aujourd'hui, avec le développement d'une offre éducative à géométrie variable, alors que chaque collège propose actuellement quasiment la même organisation. On avance dans une logique de territorialisation où on met en place des faux semblants de plus de concertation entre les classes, etc. Donc en réalité, on fragilise le cadre existant. On confie de plus en plus aux collectivités locales qui ont de moins en moins de moyens. Et au bout du compte, on se retrouve avec une dégradation accrue d'année en année, alors qu'on nous affirme qu'il y a des moyens en plus. Une dégradation accrue d'année en année des conditions de travail. Pour l'instant, la ministre n'a pas donné de signe qu'elle pourrait revenir sur la réforme. Une nouvelle grève est prévue le 11 juin prochain. Plusieurs syndicats appellent à descendre dans la rue. Une réforme du collège au programme du Sénat, puisque les questions cripes de cet après-midi étaient consacrées à ce sujet. Et la ministre de l'Éducation nationale a une nouvelle fois défendu le bien fondé de sa réforme et promet plus de concertation sur la refonte des programmes. On l'écoute. La réforme des programmes, c'est un sujet vraiment lourd qui n'en est qu'à ses débuts, puisque c'est une instance indépendante, le Conseil supérieur des programmes, d'ailleurs dans lequel siègent des élus de gauche et de droite, qui a fait des projets de programmes sur toutes les matières de l'école primaire et du collège, travail considérable, et je les remercie, qui nous ont été proposés, qui pour l'instant sont soumis à consultation de 800 000 enseignants pendant un mois. Et c'est seulement au retour de ces enseignants que nous validerons la version définitive. Et je veux insister sur le fait que moi je suis très à l'écoute. Personne ne se considère omniscient en la matière. Vous imaginez bien le nombre de disciplines différentes concernées et puis le nombre de niveaux d'apprentissage. Donc j'ai demandé à ce qu'on ouvre largement la consultation au-delà des enseignants, par exemple s'agissant du programme d'histoire, à de grands historiens. Justement, l'histoire, après l'entrée au Panthéon de 4 résistants hier, un hommage aux étudiants résistants morts pour la France se tenait cet après-midi dans le jardin du Luxembourg, en présence du président du Sénat, Gérard Larcher. Tout de suite, 24h Sénat, le débat. Le Sénat veut prendre toute sa place dans les négociations climat prévues en décembre à Paris, la fameuse COP21. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a présenté aujourd'hui les actions pour que la Chambre haute soit un acteur important de cette conférence climat. On l'écoute au micro de Pauline Dame. La mobilisation à l'intérieur de notre pays, les réflexions pour que, notamment au travers des collectivités territoriales, mais aussi, vous l'avez vu, dans la dimension industrielle, dans la dimension de l'énergie, nous contribuons, notre pays, à la réduction, notamment à la production de tout ce qui est carboné. Et objectif, lutter contre le réchauffement climatique. Et pour débattre de ce sujet, j'accueille sur le plateau 3 sénateurs très impliqués. Ronan Dantec, vous êtes sénateur écologiste de Loire-Atlantique. À vos côtés, Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France. Et face à vous, ou plutôt de l'autre côté de la table, Jérôme Bignon, sénateur UMP de la Somme. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Jérôme Bignon, vous êtes également le président du groupe de travail sénatorial sur le suivi des négociations climatiques. Vous étiez aux côtés de Gérard Larcher ce midi lors de la présentation des actions du Sénat. Justement, le Sénat, il est mobilisé pour arracher un accord lors de cette conférence internationale. C'est l'objectif du président Larcher de mobiliser l'ensemble des sénateurs sur tous les bancs, parce qu'il faut que la France participe extrêmement activement à la conclusion d'un accord contraignant au mois de décembre.
Et on aura besoin de toutes les forces politiques, de toutes les imaginations, de toutes les intelligences, de toutes les convictions pour que ça avance. Et le Sénat est bien placé parce qu'il est sur beaucoup de sujets. Il est la France des territoires, la France des collectivités, et ceux-ci sont extrêmement concernés. C'est pas quelque chose pour le climat, c'est quelque chose pour les citoyens du monde que nous sommes en train d'essayer de faire avancer. Justement, vous évoquiez les collectivités, les communes, notamment Ronan Dantec. Vous travaillez depuis longtemps sur ce sujet. Vous étiez présent lors des précédentes conférences, notamment à Lima en décembre dernier. Il faut justement cette mobilisation générale et la mobilisation des communes, le niveau de collectivité que vous représentez à l'ONU dans ces négociations climat. Moi, je pense que l'enjeu de Paris, c'est ce qui se passe, on va dire, le 3 janvier, après les fêtes. Est-ce que tous ceux qui ont capacité à agir agissent? Paris doit créer une dynamique, doit crédibiliser un scénario 2 degrés, mais qui n'est pas juste un engagement des États qui pourraient rester lettre nord, donc qui est une mobilisation des acteurs. Et les acteurs locaux, les communes, les intercommunalités, mais aussi les régions, c'est à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et on sait comment réduire les émissions. Moi, je suis conseiller municipal de Nantes, j'ai longtemps été en charge du plan climat. Aujourd'hui, Nantes fait moins 30% d'émissions par rapport à 90 en 2020 et prend un engagement moins 50% en 2030. Donc nous savons faire. Il y a j'étais à Vancouver il y a quelques jours. Ils seront neutres en carbone dans les années 2025-2030. Donc ces dynamiques-là sont un élément qui crédibilise une dynamique à Paris. Les priorités justement pour les communes, les collectivités, c'est en termes de transport, c'est quoi? Comment on fait? C'est un ensemble. Globalement, un territoire qui réussit sur le climat, c'est un territoire qui a une approche systémique de l'ensemble de ses politiques publiques. Il y a évidemment un engagement politique fort, qui a aussi les moyens de le faire, et c'est pas pour rien aujourd'hui, c'est une vraie question, que c'est plutôt les territoires riches qui vont les plus vite, et il faut aider les autres territoires aussi à intervenir, mais je crois qu'on sait faire, et puis surtout, pour conclure, la loi sur la transition énergétique que nous allons examinée en deuxième lecture dans quelques jours au Sénat, elle dit aussi que tous les territoires devront maintenant en France avoir un plan climat-énergie territorial, des objectifs quantitatifs. Donc c'est une mobilisation aussi un peu obligatoire pour les prochaines années. Jean-Yves Lecomte, vous êtes le représentant socialiste sur ce plateau. C'est difficile de convaincre pour le gouvernement, pour les élus, que de mobiliser tout le monde, parce que ça a un coût pour les collectivités aussi de s'adapter. Attendez, je crois que déjà, on a montré au niveau de l'Union européenne qu'on sait faire. Parce que quand on regarde les choses entre 1990 et aujourd'hui, il y a eu une baisse d'à peu près 20% des émissions, alors que le PIB a augmenté de 45%. Donc le débat, finalement, augmentation du niveau de vie, et puis corrélé éventuellement une augmentation des émissions des gaz à effet de serre, c'est pas exact. On sait faire. Maintenant, effectivement, il faut arriver au niveau mondial à faire en sorte que ce qu'on a appris à faire en Europe, on continue à le développer, parce qu'on peut pas s'arrêter là. Hein, et puis arriver à obtenir, convaincre des pays qui finalement considèrent que ils sont pas concernés parce qu'ils sont des petits émetteurs, mais quand on regarde, finalement, il y a plus de 190 pays. Il y a effectivement 3 gros espaces qui représentent plus de 60% des émissions, mais l'enjeu c'est aussi de mobiliser tout le monde, parce que finalement l'Europe a montré qu'elle sait faire, on a encore beaucoup à apprendre, mais en même temps les émissions continuent à augmenter d'une année sur l'autre, et comme ça on ne tiendra absolument pas un scénario de %, et ça tout le monde le sait, donc il n'y a pas besoin de convaincre. Maintenant il faut que chacun apporte ses contributions. Justement, Jérôme Bignon, à l'UMP, est-ce qu'on se bat pour une union nationale sur ce sujet qui est finalement aussi porté symboliquement par François Hollande, forcément? Union nationale, j'en sais rien, mais j'ai pas entendu qu'il y ait de divergence sur le sujet. Après, il peut y avoir quelques interrogations des uns et des autres sur la façon de faire, mais globalement, tout le monde marche dans le bon sens. Et à chaque fois qu'on auditionne Nicolas Hulot, qui est en charge, Madame Tubiana, comme on l'a fait hier, il y a plutôt convergence des points de vue, convergence sur la méthode. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? C'est ça notre question aujourd'hui. Et je trouve qu'elle est sur tous les bancs, assez bien vécue, assez bien. Il y a un élan. Et je crois que le président Larcher souhaitait que cet élan soit amplifié, poussé au Sénat, parce que la plus petite commune de France est concernée, tous les citoyens sont concernés. C'est pas seulement une chose qui concerne Monsieur Dantec, Monsieur Petit et Monsieur Bignon. On est beaucoup à avoir notre
notre contribution à apporter. Justement, Ronan Dantec, vous êtes sénateur écologiste, vous sentez que ça y est, tout le monde vraiment prend conscience de ces enjeux écologiques? Alors, il reste encore du débat politique. La loi sur la transition énergétique l'a montré, mais je crois qu'effectivement, on est dans un moment particulier où la France prend une responsabilité en organisant cette conférence et qu'effectivement, il doit y avoir une forme un peu d'union sacrée pour réussir la conférence. Il ne faut pas laisser les États seuls. Et je pense que les parlementaires, il y a des organisations mondiales, nous accueillerons donc ici au Sénat l'Union interparlementaire, et moi j'ai suivi leurs travaux pendant plusieurs années. Si les parlementaires sont capables eux aussi de participer à définir le point d'équilibre qui permet une négociation en discutant avec leurs homologues, notamment des grands émergents aujourd'hui qui ont un rôle clé, eh ben ça laisse les États moins seuls. Et puis sur les territoires, nous aurons un sommet mondial des territoires à Lyon avec la région Rhône-Alpes les 1 et 2 juillet. Si les territoires disent aussi nous allons faire notre part du travail et nous aussi voilà comment on imagine le point d'équilibre pour trouver un accord, eh ben, tout ça sécurise les États, les encourage à aller plus loin dans leurs propres engagements et c'est cette dynamique mondiale qui est le cœur de l'agenda des 6 mois et le Sénat prend sa part et je crois que c'est une bonne chose. Jean-Yves Lecomte, pourtant sur les questions écologiques, au Sénat, vous êtes rarement d'accord. On l'a vu sur le nucléaire, lors de la dernière loi de transition énergétique. Les écologistes voudraient beaucoup moins. Le gouvernement socialiste, voilà, un ajustement. Et l'UMP prône s'appuyer sur cette culture française. Donc comment finalement on arrive à travailler ensemble en ayant autant de divergences sur des sujets quand même importants? Mais parce qu'on a les constats. On a le constat et on sait aussi que l'objectif d'essayer de se donner les moyens par une réduction très importante, plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici entre 2010 et 2050, on sait que c'est pas gagné d'avance parce qu'on voit que ça continue à augmenter. Et par conséquent, même si de toute façon, l'enjeu c'est pas la France, l'enjeu c'est le monde. D'abord, il faut faire attention, le monde n'est pas à l'image de la France. Donc, quand on abordait ces négociations, c'est pas imaginer que tous les États fonctionnent de la même manière, que toutes les collectivités territoriales fonctionnent de la même manière, que toutes les entreprises fonctionnent de la même manière. Et ça, c'est important. Je dirais, notre diversité à nous, à la limite, elle est plutôt favorable parce que la diversité du monde, elle est immense. Et il faut arriver à faire en sorte de rassembler les contributions pour avoir quand même une perspective. Et ça, c'est 95 pays différents ouais. qui ont chacun des intérêts à préserver. Justement, les États-Unis, la Chine, est-ce qu'ils défendent finalement leur précaré pour continuer comme avant? L'idée, c'est de faire converger les précarés de chacun vers une solution qui soit acceptable par tous. Comme le disait Ronan, il faut que cette solution soit équitable, il faut qu'il y ait un sentiment de justice. Si les gens n'ont pas le sentiment que c'est juste pour eux, par rapport à leur passé, par rapport à leur avenir, alors ils ne signeront pas. Au contraire, et la France peut, c'est ce point d'équilibre qu'il évoquait qui est très vrai, ça peut être aussi une contribution que notre pays, politiquement, apporte l'idée qu'un point d'équilibre, d'équité, soit présent au mois de décembre. Ce sujet, il est écologique, il est économique, il est diplomatique. En gros, c'est vraiment tout ce que la politique peut créer, qui est rassemblé dans cet accord. C'est une négociation globale. La négociation sur le climat, c'est pour ça qu'elle est aussi difficile. C'est pas une négociation environnementale, c'est une négociation globale sur le point d'équilibre économique et sur l'équilibre géopolitique du monde. Et effectivement, les mobilisations des uns et des autres doivent amener à nourrir cette réflexion sur le point d'équilibre, y compris l'échec de Copenhague. Ça a été d'être encore dans un monde où, par exemple, les Chinois ont cherché à faire porter l'effort plutôt sur les anciens pays développés. Les Américains n'ont pas voulu y aller. Ce qui est différent par rapport à Copenhague, et j'étais à Copenhague, c'est quand même l'inquiétude aujourd'hui, elle est majeure. La différence entre le scénario 2 degrés et le scénario 5 degrés si on ne fait rien, ça s'appelle la civilisation. C'est-à-dire nos sociétés n'y survivent pas. Donc ça, je crois que cette prise de conscience-là, elle monte. Il y a encore des jeux où on cherche à faire porter d'abord l'effort sur l'autre, où on attend l'autre, je bouge si tu bouges. Et donc ça reste difficile. Il y a un enjeu de développement, Jérôme Bignon l'a dit aussi, cette négociation se jouera autant sur le développement, et notamment l'aide aux territoires du Sud, que je porte en tant que porte-parole climat d'une grande organisation mondiale, que sur la question climatique elle-même. Donc c'est bien une régulation mondiale qui se joue à Paris. Et quand on voit l'état du monde, on en a plus que jamais besoin. Donc Paris peut peut-être ouvrir un nouveau cycle d'apaisement d'un monde aujourd'hui très difficile. Jean-Yves Lecomte, François Hollande en fait un symbole, on en entend parler quasiment quotidiennement de cette grande conférence climat. Il joue une partie de son quinquennat sur la réussite de cette conférence sur laquelle il mise beaucoup? Il joue son rôle de président de la République.
de la même manière que Gérard Larcher joue son rôle de président du Sénat en mobilisant les parlementaires. C'est logique. Nous avons une responsabilité en accueillant cette conférence par rapport aux échecs précédents, d'essayer d'arriver à ce que les différents pays se fassent confiance, se comprennent, et puis commencent un processus positif. En mobilisant les collectivités, mais aussi les entreprises, pour qu'ensuite, éventuellement, au niveau du commerce, les aspects environnementaux soient mieux pris en compte, qu'on prenne en compte la traçabilité du transport, des choses comme ça. Enfin, voilà, tout ça doit être fait, mais bien entendu, il tient totalement son rôle de président de la République. Et je crois qu'à droite comme à gauche, on doit le saluer comme on salue l'engagement du président du Sénat. Jérôme Bignon, si jamais il réussit un accord, ce sera quand même une grande réussite, un atout aussi pour peut-être sa candidature en 2017. Ça vous inquiète pas? C'est aussi un enjeu de politique nationale. Non, ça m'inquiète pas. Franchement, je préfère qu'on réussisse. Il n'y a pas de, c'est pas le même débat. Donc le débat, il est international, il est pour la survie. Ce qui est compliqué, c'est que c'est un changement de paradigme tellement vaste, tellement compliqué pour tout le monde. On dit les États ont du mal à apporter leur contribution aujourd'hui, mais beaucoup réalisent, c'est Madame Tubiana qui nous disait ça hier, que finalement, on leur a jamais demandé de dire « et vous feriez quoi ?» Et là, ils sont devant la copie blanche, et qu'est-ce que je vais faire? Et quand ils sont obligés d'écrire ce sur quoi ils sont prêts à s'engager, c'est une espèce de saut dans un inconnu qu'ils ne maîtrisent pas complètement. Les techniques, ils les ont pas, les financements, ils sont pas toujours là, l'ingénierie de ces choses-là n'est pas complètement écrite, donc ça explique la difficulté. Ça explique aussi la responsabilité qui est la nôtre, qui avons eu la chance de peut-être mieux comprendre, participer, d'avoir la conscience. Peut-être c'est aussi une des particularités de notre pays, d'avoir toujours une espèce de sursaut universel dans les grands moments de l'histoire. Et je pense que en ayant le respect de chacun, parce que chacun est concerné, peut-être on peut arriver à avoir quelque chose de formidable. Si le président Hollande y contribue, moi je n'y verrai que des avantages, parce que ça sera bien pour notre pays et bien pour le monde. Donc on l'entend, pas de polémique politique, mais il y a pourtant une polémique qui est née ces derniers jours, c'est le sponsoring de certaines entreprises françaises pour un peu financer une partie des 170 millions d'euros nécessaires à la tenue de ce grand rendez-vous climatique. Alors on entend BNP Paribas, Engie, Renault, Air France, EDF. Ronan Dantec, quand vous entendez ces entreprises qui sont connues quand même pour être pollueurs, j'imagine que ça vous fait réagir? Oui, mais je n'irai pas obligatoirement dans le sens de certaines associations dont je suis très proche par ailleurs. On ne sauvera pas la planète sans les grandes entreprises énergétiques mondiales. Donc on est bien obligé de trouver un accord avec elles. Il faut être ferme sur la dénonciation de ce qu'on appelle le greenwashing. Il y a encore certains ou certaines qui sont dans le greenwashing. Qui permet d'acheter une conscience écologique. Mais quand Mestrallet, le patron d'Engie, anciennement GDF Suez, dit il faut un prix pour le carbone, il a raison. Il a raison. Il va bien falloir une régulation économique sur le carbone. Moi, j'ai été surpris, par exemple, par l'engagement. On sort du Business Summit, le sommet des entreprises la semaine dernière, que le patron d'AXA, qui était plutôt un soutien des climato-sceptiques il y a encore 5 ans, dise je vais dégager, et c'est un gros investisseur, il a un portefeuille très important, je vais me dégager du risque carbone et des entreprises justement qui sont le plus dans l'énergie carbonée et le fossile. Je trouve qu'il y a des évolutions. Parce que finalement, à la fin de l'histoire, je crois que tout le monde, ou presque, a des enfants, des petits-enfants, des nièces. Et que ce qui est un peu nouveau, et ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, c'est que tout le monde a compris qu'il n'y a pas d'avenir dans le XXIe siècle pour les jeunes générations si ils commencent aujourd'hui et que c'est plus 4, plus 5 degrés à la fin du siècle. Merci messieurs, on terminera sur ce message d'espoir. C'est la fin de cette édition, je vous remercie de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 22 h avec Sonia Mabrouk et ses invités. Excellente soirée à toutes et à tous sur les chaînes parlementaires.